Salut à tous et bienvenue sur MLS Time, le podcast 100% MLS. On se retrouve cette semaine pour parler une fois de plus MLS avec une actu vraiment très chargée. Je sais pas ce qu'ils ont eu les clubs cette semaine, beaucoup d'infos, les suiveurs sont en feu. La Leagues Cup arrive, et oui, on est le 10 juillet et dans 20 jours, donc 21, donc le 31 juillet, ce sera le début de la Leagues Cup. Et pour le moment, on est quand même sur une période de MLS qui va être très chargée. Un match ce week-end, il y a eu des matchs de coupe en midweek, il y a des matchs la semaine prochaine en midweek et un match le week-end prochain. Bref, on est parti pour parler d'MLS ensemble. Let's go! On va commencer cet épisode et faire un petit point classement. Ouais, c'est quand même important, j'en fais pas assez. Et on va partir du côté de la conférence Est. Alors, aujourd'hui, conférence Est, on a Cincinnati qui est en tête avec 42 points, suivi de Nashville, Philadelphie, Columbus. Ensuite, on a quand même des équipes qui se tiennent, hein. Orlando, Miami, New York, Chicago. Et l'autre équipe de New York également qui sont dans la zone playoff, play-in pour New York Red Bull et Chicago, c'est dans la zone play-in. Oui, parce que depuis l'année dernière, il y a un barrage entre le 8 et le 9e pour accéder aux playoffs. Charlotte n'est pas décroché, ils sont 10e à 2 points de Chicago qui est dans la zone play-in. Les Revs à 24 points, donc à 4 points quand même de la zone. Et après là, on a un petit décrochage avec DC qui n'a que 19 points, donc 9 points de retard. Atlanta qui a 10 points de retard. Toronto avant-dernier en a 11 et Montréal dernier avec 14 points semble décrocher. On va passer à la conférence Ouest où le leader est à la surprise générale. Enfin, est-ce que c'est encore une surprise? San Diego avec 39 points, suivi de Vancouver 38 points. Ensuite, pour compléter le podium, on a Minnesota qui a 37 points. Et après, on a Portland qui... Portland, c'est une équipe quand même, et on le verra tout à l'heure, qui est quand même très compliqué à cerner, à pronostiquer, mais ils sont quatrième, alors à 4 points de Minnesota avec 33 points, mais 3 points d'avance sur leur rival historique de Seattle qui est cinquième avec 30 points, et ensuite 28 points San Jose, et là, c'est là où ça se resserre, donc de la septième place à la 10e place, donc il y a LAFC, Houston, Colorado, Austin, ils ont tous 26 points, ça se joue au goal average. Et après 11e, vous avez Kansas avec 23 points qui est absolument pas décroché, Salt Lake 22 points pas décroché, Dallas à 21 points, bon 5 points ça se remonte assez rapidement même s'il faudra pas trop traîner, ils ont un match à LAFC compliqué ce week-end. Et après bon, on a les deux équipes Saint-Louis qui a 11 points et LA Galaxy 12 points, dernier ferme la marche. Voilà pour le petit point classement. Et bien maintenant, on va passer aux actus club. Franchement, des actus, ça a été très très chargé cette semaine. J'ai un nombre de notes dans mon téléphone. Je pense même que il y a des clubs que j'ai pas tout recensé. Je les ai fait en plusieurs endroits. Bref, on est parti avec Cincinnati. Pat Noonan, qui nous a annoncé que Obinu Obodo avait été opéré. Il était de retour au centre d'entraînement aujourd'hui. Chris Albright, le general manager, a dit qu'il était pas encore sur la liste de fin de saison, puisque vous savez, c'est un peu comme Jonathan Rodriguez du côté de Portland. Quand vous êtes blessé jusqu'à la fin de saison, en fait, vous sortez du roster. C'est-à-dire que si vous êtes un DP, comme Brandon Vasquez, on va y venir après, qui s'est fait les croisés cette nuit, ou comme Jonathan Rodriguez, vous sortez de la masse salariale, c'est-à-dire que le club qui vous possède peut recruter par exemple un DP pour Jonathan Rodriguez du côté de Portland ou pour Brandon Vasquez du côté de Austin. Donc voilà, Obino Obodone, pas DP, et ils espèrent le récupérer au moment des playoffs, mais rien n'est sûr. Autre rumeur, et ça c'est plutôt de la rumeur mercato, c'est que Palmeiras aurait pris contact avec le meilleur joueur de la MLS. Bon, certains vont me dire c'est Messi, mais hors Messi, qui était Evander. Il serait envisagé comme remplaçant potentiel de Rafael Veiga. Écoutez, je pense que Palmeiras va avoir coffré un peu d'argent avec la Coupe du Monde des clubs et les différentes ventes qu'ils ont fait. Donc, je vois pas un départ d'ici la fin de saison. L'hiver prochain,
Ça me paraît compliqué. Je pense qu'Evander est plutôt tourné quand même sur l'Europe, mais s'il y a un gros salaire et un retour au Brésil, faut pas l'exclure. On a eu une officialisation du côté de Cincy qui a signé l'ailier vénézuélien Ender Echenique qui arrive du Caracas FC. Il signe un contrat initiative U22 jusqu'à 2028 avec une option pour 2029. Donc voilà pour Cincinnati. On passe maintenant à Orlando. Simplement vous dire, ce week-end, ne vous faites pas avoir. Pedro Gallese est suspendu et Alex Freeman est de retour de sélection. Il s'est entraîné toute la semaine. Normalement, il devrait être titulaire ce week-end parce que j'ai vu pas mal de joueurs de fantasy se poser la question, me poser la question également en privé ou sur X. Passons à Chicago, c'est petite info mais qui a son importance, c'est que Kellyn Acosta et Romelu Kwame sont de retour à l'entraînement, ouais, eux qui sont pour le moment habitués plus à l'infirmerie sont de retour et bon, je sais pas s'ils vont être disponibles ce week-end, mais en tout cas, Chicago va pouvoir bientôt renforcer son milieu de terrain. DC United, donc je l'ai posté dans la journée, ça a été officialisé là il y a quelques heures, même si on a l'info depuis cette nuit, c'est séparé de son coach Troy Lesnes. Et ils ont conclu un accord avec un entraîneur suisse, alors je ne connais pas, c'est René Weiler, qui sera donc le prochain entraîneur de DC. Donc voilà, écoutez, je n'ai pas du tout de connaissances sur ce coach, en tout cas DC. Je suis pas sûr que ce soit Troy Lesnes qui était le problème, je pense plus que l'effectif est assez faible et que ça mériterait de quelques renforts. On passe au Red Bull New York et eux, en parlant de renfort, bah, ils sont chauds sur Timo Werner, hein, vous le savez, ça négocie activement. Le seul problème, c'est que cette fraude Werner, il demande un salaire sur 2 ans de 16,5 millions et que les Red Bull New York sont pas des pigeons et lui ont dit clairement que c'était pas du tout ce qu'il voulait et je crois même que il est sur le double de ce que New York lui propose. Donc bah écoute, Timo, vu tes dernières saisons, enfin j'ai regardé Timo Werner, il a fait une bonne saison dans sa carrière, allez, 2 bonnes saisons, mais depuis c'est quand même très critique et je ne suis même pas sûr qu'aujourd'hui Timo Werner performe en MLS. Certains vont me dire c'est un profil vif, percutant, tout ça, ouais. Mais moi je trouve le joueur est quand même devenu assez faible ces dernières saisons et j'ai du mal à me dire qu'il va performer en MLS. En tout cas, je pense que c'est quand même bien vu et que ce sera le troisième DP du côté des Red Bull New York après Forsberg et Choupo-Moting. Donc ouais, ils vont avoir un beau trio d'attaque, en tout cas s'ils le signent. On passe maintenant à Salt Lake. Alors, il y a eu une info comme quoi il s'intéresse à Brian Leon, l'attaquant de du DIM, qui est en contrat jusqu'à 2027. L'idée, ce serait de le recruter avec 80% pardon, des droits du joueur et que l'équipe colombienne garde 20%. Je ne sais pas si ça va se faire, mais en tout cas, Salt Lake avait échoué cet hiver, excusez-moi, avec le recrutement de l'attaquant qui arrivait du Portugal. J'ai plus son nom en tête au moment où j'enregistre. Et du coup, bah, il cherche toujours un neuf parce que c'est quand même compliqué cette saison, malgré le recrutement d'Agada. Et il y a eu une info qui est sortie donc hier soir. Tom Bogert nous a envoyé une petite bombe en disant que le Celta Vigo était dans la liste des joueurs intéressés par Diego The Crack Luna. Voilà, il n'y a pas eu d'offre, il n'y a pas encore trop de discussions, mais il y a pas mal de clubs européens, hein, on s'en doute bien, qui sont intéressés par Diego Luna, qui a en plus brillé à la Gold Cup. On passe à Austin. Diego Palacios, est-ce que ce nom vous dit quelque chose? L'ancien latéral gauche d'LAFC qui avait quitté le club, qui était parti à Corinthians où ça se passe vraiment pas bien. Austin aurait finalisé un accord pour le signer en prêt. Ce serait un prêt jusque juin 2026 avec une obligation d'achat de 3 millions de dollars s'il joue au moins 50% des matchs. Corinthians, ils vont payer les 55 000 euros de salaire par mois qu'il a. Donc c'est une bonne affaire pour moi pour Austin qui je pense a plutôt intérêt à se renforcer au milieu et maintenant en neuf puisqu'on va y venir, hein. Il y a eu la rupture des ligaments croisés de Brandon Vasquez en US Open Cup qui lui bah, donc fin de saison ils vont pouvoir recruter donc un DP sur le front de l'attaque, mais je pense que oui, Austin aujourd'hui ça clique pas du tout. Uzuni, Boukari, Vasquez ont été recrutés à prix d'or et ça ne marche pas. Donc peut-être recruter un nouveau neuf et je pense que c'est ce qu'ils vont chercher parce que là ils ont Diego Rubio. Diego Rubio, ça fait un petit moment depuis qu'il a quitté les Rapids qu'il est plus en forme, mais un numéro 9 ou au milieu de terrain, peut-être un joueur un peu plus créatif pour Austin. En tout cas, ça reste quand même une grosse défense. NYCFC, de leur côté, ils ont bouclé la signature de Nicolas Fernandez qui va arriver d'Elche.
et il signera comme DP, donc voilà, c'est le Citigroup qui l'a acheté, qui lui a dit: «Tu iras à New York». Charlotte, et là l'actu chaude aujourd'hui en MLS, c'est que Patrick Agyemang était absent de l'entraînement, donc aujourd'hui, jeudi, il passait sa visite médicale hier, enfin une partie de sa visite médicale, il devait finir aujourd'hui même s'il était à l'entraînement hier. Normalement tout est ficelé, Patrick Agyemang va signer à Derby County pour environ 8 millions de dollars avec des bonus de 2 millions. C'est une très belle vente hein, pour Charlotte qui a encore un spot DP parce qu'ils, je vous l'ai dit la semaine dernière, ils avaient re-signé Pep Bill donc en non DP jusqu'à la fin de saison. Ils n'auront pas besoin de donner un DP à Guémang, récupérer un gros chèque. Moi, je pense qu'ils vont aller sur Giorgio Giacomakis, l'ancien attaquant d'Atlanta qui est en échec à Cruz Azul. Et je sais pas, je pense que. Alors, Giacomakis a des pistes en Europe, j'ai vu, mais ça m'étonnerait pas qu'il arrive et qu'il débarque à Charlotte en tant que DP. Donc voilà, Patrick Agyemang, sachez que je pense que là, on ne le reverra pas jouer sous les couleurs de Charlotte, à moins qu'il y ait un souci de dernière minute sur la visite médicale. Adilson Malanda, lui, est aussi courtisé et par le PSV Eindhoven. Il aurait déjà convenu des accords personnels contractuels avec le PSV. Et du coup, bah, le PSV s'attend quand même, bah, c'est pour remplacer Boskagli, Olivier Boskagli, qui a signé en première ligue, si je raconte pas de bêtises. Et ce serait donc pour le remplacer en défense centrale d'Eindhoven. Malanda qui est un peu plus dans le dur hein, depuis quelques semaines. Il avait fait un gros début de saison et là c'est bon un peu à l'image de Charlotte, mais même lui fait quelques erreurs dont il nous avait pas habitués. Et un petit mot pour le latéral Joao Pedro qui a quitté le club, qui a signé à Radomiak Radom en Pologne. Voilà. Du côté de Seattle, eh bien écoutez, Seattle aurait fait une offre pour Noah Ohio, qui joue à Utrecht. Donc c'est un joueur de 22 ans qui a mis 5 buts en 25 apparitions la saison dernière, joueur plutôt offensif. Je n'ai pas énormément de connaissances, je pense que certains auditeurs auront plus de connaissances que moi sur ce joueur et son niveau. Brian Schmetzer et le club ont communiqué comme quoi Joao Paulo donc s'est rompu le même ligament croisé qu'il s'est fait il y a 3 ans. Donc non, il y a 2 ans, et c'est la deuxième fois en 3 ans qu'il se fait le même croisé à 34 ans. Ça peut être compliqué et peut-être une fin de carrière. En tout cas, quel dommage ce joueur. Ceux qui ne l'ont pas connu il y a 3 ans en arrière, quand Seattle a fait son énorme performance en CONCACAF Champions Cup, Joao Pedro, c'était le maestro au milieu. Enfin, il régulait tout et ses croisés ont un peu mis fin à sa superbe et à sa suprématie du côté de Seattle, puisqu'il s'est fait bench après par Obed Vargas et des jeunes joueurs voilà, qui sont vraiment talentueux, mais voilà, Christian Roldan a même pris le milieu de terrain alors qu'il jouait plutôt sur le côté. Et en parlant d'Obed Vargas, bah, Seattle, il travaille à une prolongation de contrat de 2 ans. S'il accepte, ça deviendrait un joueur initiative U22, mais Obed Vargas, il veut aller en Europe, donc ça coince un petit peu au niveau des négociations. On arrive à Columbus, grosse actu, hein, Columbus. Patrick Schulte était de retour à l'entraînement avec les gardiens, mais il sera quand même incertain face à Cincinnati. Hein. Il était là la semaine dernière dans le groupe, il s'est rendu à Seattle, il s'est entraîné avec l'équipe, mais il n'a pas été retenu. Je pense que Wilfried Nancy n'est pas dans l'urgence vu leur classement et qui fait en sorte de le récupérer en grande forme. L'autre tuile, par contre, c'est que Rudy Camacho, on a eu l'info il y a quelques temps, il y a quelques heures même, a été opéré lundi pour sa blessure persistante aux adducteurs qu'il a depuis la pré-saison. Et donc Rudy Camacho va certainement manquer une bonne partie de la saison. Et je pense que je suis pas sûr qu'on le revoie. Hein. Les adducteurs, ça reste quand même compliqué. Columbus finalise par contre l'arrivée de Hugo Picard qui jouait à Guingamp en Ligue 2. À un moment, alors moi j'avais eu l'info d'un de mes amis qui est directeur, qui est prépa physique de la JOCR, qui s'était positionné dessus. Il m'a dit qu'ils avaient un petit doute sur le niveau éventuel que pouvait avoir Hugo Picard en Ligue 1, mais que c'était un excellent joueur de Ligue 2. On sait qu'il y a des joueurs comme Chambost, donc qui est dans la même équipe, qui est très très bon du côté de Columbus. Donc Hugo Picard, j'ai vu, il a des belles lignes de stats, ça peut être très intéressant sous Wilfried Nancy avec un milieu Nagbe, Picard, Chambost, ça peut vraiment avoir de la gueule. Malte Amundsen, lui, a repris l'entraînement. Alors, il est limité, mais depuis sa blessure face à Miami le 31 mai, il s'était pas entraîné. Donc là, il est de retour.
je pense pas ce week-end, mais voilà, il a repris l'entraînement limité et c'est une bonne indication. Et il y a quelques minutes avant que je commence l'enregistrement, j'ai lu comme quoi Andrés Herrera, vous savez, qui appartient à River, qui était en fin de prêt du côté de Columbus, il est toujours à Columbus. Il s'est pas entraîné avec l'équipe, il s'est entraîné tout seul. Il n'y a pas encore de mise à jour sur son statut, est-ce qu'il va rester ou non, mais en tout cas, les deux clubs continuent de négocier pour pouvoir le conserver à Columbus, qui a vraiment envie de le garder. C'était un joueur quand même important. Du côté de Dallas, Léo Chu est en route pour Alverca au Portugal. L'attaquant de 25 ans, donc qui est en échec en MLS quand même à Dallas, après avoir été en échec à Seattle, devrait signer donc au Portugal, une équipe qui monte en D1 de ce que j'ai vu. Du côté de Houston, donc Houston et McLean, ils ont signé un nouveau contrat, vous l'avez vu, hein, augmentation de salaire, maintien du créneau U22. Mais bon, il y a toujours un transfert, comme l'a dit Ben Olsen, qui est prévu vers l'Europe. Houston, ils ont reçu pas mal d'appels, donc je pense que c'est plus pour le vendre un peu plus cher, puisqu'on rappelle, hein, Houston ne touchera pas énormément. Bon, ils auront 50%, puisque Philadelphie a gardé 50% à la revente, donc il avait déjà vendu 2,5 millions. Et s'il est revendu à un petit prix sympa avec le nouveau contrat, c'est Philadelphie qui sera au final le grand gagnant, surtout de leur performance de cette saison. On arrive à San Diego qui a annoncé que Alejandro Alvarado Jr. et le défenseur Andrés Reyes ont subi des blessures qui mettent fin à leur saison et eux aussi vont être placés et ont été placés même sur la liste des blessés de fin de saison. Pas d'autres informations, Chucky Lozano était de retour, vous l'avez vu la semaine dernière. Et Anders Dreyer continue d'affoler les compteurs. On passe à Miami, donc Miami qui a signé une prolongation de contrat à David Ruiz, hein. Ouais, donc David Ruiz, vous savez qu'il est régulièrement blessé, il revient petit à petit, et l'ambition clairement pour ce joueur, c'est d'arriver à un moment à signer en Europe. Des infos, et ça c'est brûlant, c'est concernant Rodrigo De Paul, l'Argentin de l'Atlético Madrid. Gaston Edoul nous disait mercredi que les négociations avançaient sérieusement, que Miami ne paierait certainement pas la clause libératoire qui est autour de 15 millions d'euros, mais qu'ils allaient s'en approcher. L'Atlético est prêt à le vendre, ça discute. Moi je vous le dis, je pense que c'est dans la renégociation avec Messi. Lionel Messi, il a demandé à ce que De Paul arrive à Miami. Ça paraît complètement dingue parce que Miami aujourd'hui, ils ont 3 DP. Donc ils ont, si je me trompe pas, Alba, Messi bien sûr, et Busquets. Donc ce qui veut dire que et ils mangent une bonne partie du TAM, je crois, sur Luis Suarez. Donc ils n'ont pas de spot DP disponible, à moins qu'on ait une surprise que Busquets arrête sa carrière, à moins que Busquets soit racheté en TAM, mais vu le salaire qu'il a à 9 millions, ça m'étonnerait. Enfin, je sais pas quel est le montage qu'ils vont faire, mais je pense que bah, Rodrigo De Paul, il va pas venir pour n'importe quoi. Il va pas venir en TAM, il va pas venir sur un contrat MLS classique dans la masse salariale. Ce sera un DP quoi qu'il arrive. Et en plus, César Luis Merlo nous a confirmé tout à l'heure, donc jeudi, que le joueur a déjà un accord contractuel qu'il aurait signé et que Miami a bien envoyé son offre qui est proche de ce que l'Atlético attend. Donc voilà. Miami qui a joué d'ailleurs cette nuit et qui s'est imposé face au New England Revolution avec un doublé de Messi. Il faut noter quand même Messi est sur 4 doublés sur ses 4 derniers matchs de MLS et je sais plus, je crois c'est 4 passes décisives donc enfin même à 38 ans, il y a encore largement au-dessus. Et on parlait de DP, donc avec De Paul, j'y reviens. Ce qui a posé problème, c'est qu'aussi, on a Brian Rodriguez, donc l'ancien joueur de l'AFC. On nous dit, donc plusieurs sources disent qu'il va signer à Miami. C'est pareil, un joueur qui est au Mexique, qui était avec un gros salaire à LAFC. Euh, je sais pas comment c'est possible que Miami, qui n'a pas de spot DP, signe des joueurs de cette qualité. Il doit y avoir un montage financier, quelque chose, mais j'ai vraiment hâte de voir s'ils font Brian Rodriguez et De Paul, quels vont être les accords contractuels, mais ça va être clairement une magouille. On le rappelle, hein, ils se sont déjà fait attraper à l'époque pour Matuidi, mais là, moi, ça me paraît complètement fou. Bon, affaire à suivre pour Miami, qui a quand même, on le rappelle, des passes droits en MLS. On passe à mon club, Atlanta, rien de réjouissant, hein. Atlanta, bon bah Jeff Fortuné, comme je vous l'avais dit, s'était fait une entorse du pied qui a dû nécessiter une opération, et il sera absent au moins 6 mois, donc c'est une fin de saison pour lui. Edwin Mosquera, il y aurait un accord avec Millonarios, en plus hier, alors aujourd'hui il n'est pas à l'entraînement, et hier il était sur un TikTok live où il avait le maillot de Millonarios, donc ça serait un prêt d'1 an avec une option d'achat pour les liés d'Atlanta. Brad Guzan aujourd'hui est sorti un peu en retard de l'entraînement
entraînement masqué, donc je sais pas, peut-être un problème de nez ou autre. On rappelle que Josh Cohen est blessé, donc si Brad Guzan ne peut pas jouer ce week-end, ça veut dire que ce serait, Jayden Hibbert qui serait le troisième gardien et puis, bah, ou peut-être un gardien de l'équipe 2. Voilà, Atlanta qui est souvent embêté à des périodes par ses gardiens. On passe à Montréal. Alors il y a une rumeur qui prend de l'ampleur. C'est, vous savez, le jeune Holger Escobar qui a brillé à la Gold Cup, qui est arrivé blessé donc de l'équipe des Revs. Donc il appartenait à New England, il jouait en MLS Next Pro et c'était un bon joueur vraiment en MLS Next Pro. Il a brillé à la Gold Cup et il y aurait déjà des clubs dessus, donc comme le Betis Séville qui serait intéressé pour le signer. Donc ça se trouve, on va le voir un match ou 2 à Montréal et il va partir. Complètement fou, mais bon, je pense que le gamin, j'ai vu quelques matchs, des bouts de match, il y a quand même du talent, chez ce jeune joueur formé, je le rappelle, à New England. Parce que j'ai eu le débat un peu avec des supporters, montréalais, sur les joueurs formés à Montréal, puisque Montréal se vend un peu comme un club formateur. Mais bon, on n'est pas sur pas des immenses cracks, c'est des joueurs de MLS, mais il n'y en a pas énormément. Et voilà, je pense que Montréal est aujourd'hui plus un club post-formateur ou qui relance des joueurs en échec. Thomas Gillier, donc le gardien, vous savez, qui a signé à Bologne, il est arrivé en prêt du côté de Montréal, donc il sera disponible qu'à partir du 24 juillet quand le mercato va ouvrir en MLS. C'est assez fou, hein. Ce joueur-là, il a signé à Bologne, présentation à Bologne, petite vidéo Insta, je crois, il a annoncé qu'il allait à Montréal. Le mec s'est annoncé avant que Montréal l'annonce. J'espère que Montréal était déjà au courant de sa venue avant que le mec s'annonce. George Campbell ne s'est pas entraîné lundi sur la pelouse. Max Truman n'a pas pu nous donner d'infos cette semaine, donc petite méfiance sur George Campbell. Je ne sais pas s'il est de retour à l'entraînement. Du côté de Saint-Louis, Falou Fall est sur le point de rejoindre Saint-Louis pour un montant record pour le club, hein. Ce serait plus de 4 millions de dollars avec le club de Fredrikstad, donc qui rejoindrait Saint-Louis. Les conditions personnelles ne semblent pas poser de problème et tout devrait être bientôt convenu. On a eu quelques infos hier, donc Leuven s'entraînait, mais sans contact. Kessler, Durkin, Morales, Nilsson étaient absents et Pompeu, Celio était limité à l'entraînement. Donc voilà un peu pour les dernières infos hier qu'on a eues sur Saint-Louis. On passe à Vancouver. Alors Vancouver, il y a eu une nouvelle comme quoi ils ont mis fin sur un accord mutuel au contrat de Damir Krelak. Le match de Vancouver les Galaxies était son dernier. Donc Damir, hein, on rappelle, quelques saisons, c'était un joueur fabuleux du côté de Salt Lake. Maintenant, je crois, il a 34-35 ans. C'est un peu plus compliqué, donc Vancouver met fin à son contrat. L'entraînement de mardi, il y avait Ryan Go. Notez bien, Ryan Go qui était avec Liam Mackenzie. Il faisait un petit travail léger avec ballon sur le terrain. Donc c'est encourageant, hein. Ryan Go, je sais pas et j'espère quand même qu'on va le retrouver d'ici la fin de saison. On sait toujours pas quand exactement il reviendra. Kubas Bovalina ne s'entraînait pas. Attention. Et Berhalter et Brian White sont de retour de sélection. Le coach nous a dit que Berhalter allait être un peu moins frais parce qu'il a un peu plus joué que Brian White qui devrait être frais dès ce week-end. On arrive à LAFC qui a joué cette nuit et qui a calé 3-0 à Colorado, donc chez eux. Ils vont rejouer chez eux ce week-end. Donc Giorgio Chiellini est devenu copropriétaire d'LAFC, ça a été annoncé mercredi. Marlon Santos, son prêt a expiré et son option d'achat n'a pas été élevée. Donc LAFC libère quand même 1 million de dollars de salaire. Et Steve Cherundolo a annoncé donc la semaine dernière que Hugo Lloris n'était pas dispo, mais il était de retour cette nuit, donc c'est bon. Hugo Lloris n'est plus blessé et sera disponible. Red Bull New York, j'en ai parlé tout à l'heure, vous voyez, je vous disais, c'est un peu le bazar, j'ai tellement de notes qu'en fait, il y a des trucs que j'ai notés 2 fois, j'allais vous reparler de Timo Werner, mais je pense pas que Timo Werner mérite qu'on s'attarde trop dessus. San José, on va passer à San José, c'est plus intéressant. Espinoza, je sais pas si vous avez vu la vidéo et la sale balafre qu'il a sur le genou. Il a une entaille au-dessus du genou qui va demander à mon avis des points de suture ou des strips. J'ai du mal à me dire qu'il va pouvoir jouer ce week-end. J'avais repartagé la vidéo, il a subi un attentat, l'adversaire n'a pas pris de carton rouge en coupe, mais Espinoza est sorti en pleurs et très agacé. Et je pense que, ouais, vu la balafre, vous pouvez aller voir la vidéo, ça donne pas... accrochez-vous quand même, ceux qui ont un peu peur du sang. En tout cas, je suis pas sûr qu'on le voit ce week-end. Et les Galaxies, et ça c'est la grosse nouvelle que Jérém, qui suit le championnat brésilien, m'a envoyé, que j'avais zappé. Et en plus c'est sérieux puisque c'est Christian Moraes, donc de l'équipe Territorio. C'est que Palmeiras a le feu vert de LA Galaxy pour négocier avec Gabriel Peck.
Et les Galaxy, ils en attendent au moins 10 millions par rapport à ce qu'ils avaient dû le payer de Vasco. Mais Palmeiras a les poches pleines et je pense que, bah, Gabriel Peck, c'est possiblement un joueur qui va les intéresser. On terminera avec Toronto sur les infos, c'est que Josh Brownhill, qui a 29 ans et qui était à Burnley, donc son contrat vient d'expirer, il a fait une belle saison l'année dernière. Toronto serait intéressé et aurait fait, attendez, ils auraient proposé près de 20 millions d'euros de salaire. Alors si c'est vrai, et il y a pas de moi, c'est clairement un club de bouffons. Et tu vires Insigne et Bernardeschi il y a quoi? Il y a une semaine, tu dis: «On va reconstruire, sur le collectif» et tu proposes 20 millions de contrat à un joueur, mid, qui a fait une bonne saison en championship. Bon, j'ai eu du mal à croire à cette rumeur. En plus, il y a des clubs d'Angleterre, d'Allemagne, de Turquie, d'Arabie Saoudite, d'Italie qui sont intéressés. Donc affaire à suivre. C'est un bon joueur, hein, oui, oui, je l'enlève pas, hein. Mais enfin voilà, envoyer 20 patates de salaire sur un tel joueur, je trouve ça complètement fou. Eh bien écoutez, on arrive au bout des infos. J'ai fait le maximum, là il est 19 h, donc j'ai vraiment attendu le dernier moment. N'oubliez pas, le vendredi soir, rapport de disponibilité. Et en plus, ça va vous servir parce que les joueurs de fantasy qui jouent à Sorare, la deadline, qui est d'habitude au vendredi 16 h, a été déplacée au samedi 19 h, comme quoi ma propagande a payé. C'est pas forcément de ma faute, mais je pense que je les ai un peu harcelés Sorare avec ça. Donc, prenez le temps d'écouter le podcast, pas de souci, vous avez jusqu'à samedi pour changer vos équipes. Et en plus de ça, on aura les rapports de disponibilité. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller tout de suite sur les match-ups du week-end. Allez, c'est parti. Le premier match, la première salle de match, ça sera à 1h30 dimanche et on va commencer, bon, j'ai pris la liste flash résultat, ce sera Charlotte qui reçoit NYCFC. Donc Charlotte, ils sont sur 4 matchs sans victoire et ils ont encaissé au moins 2 buts dans ces 4 derniers matchs. La semaine dernière, ils menaient 2-0 à la maison face à Orlando, ça a fini à 2-2, en plus avec des boulettes. Je noterai que Kalinja c'est bien repris, hein. Il a été critiqué ces derniers temps, mais il a été très bon la semaine dernière. En face, NYCFC, qui est quand même une équipe irrégulière, qui est complexe à cerner, hein. Je vous avoue que j'ai du mal, mais ils sont capables d'embêter tout le monde. Ah, après, je relativise, hein. C'est quand même une équipe qui est 13e sur 15 à l'extérieur dans la conférence Est. Ils ont seulement 7 points pris en 9 matchs à l'extérieur et 12 buts encaissés, donc pas l'assurance vie. Donc, pour moi, match-up vraiment favorable à Charlotte. Je vois bien Pep Bill, Zaha dans les joueurs décisifs. Charlotte marquer au moins 2 buts, j'y crois vraiment. Et je pense que voilà, c'est un match que Charlotte doit remporter à domicile pour relancer la machine. Cincinnati Columbus, Hell is real. Comme je vous l'avais expliqué un petit peu il y a quelques temps, c'est du fait d'un panneau d'un pasteur qui avait mis ça à la sortie de Columbus. Donc les deux villes sont séparées de quelques kilomètres. Il avait mis l'enfer existe pour sa paroisse. Cincinnati est sur 4 victoires de suite et est repassé leader de la conférence Est. Columbus est sur 3 victoires de suite et un nul au dernier match à Seattle, qui est pas un mauvais résultat. On a clairement 2 des 4 meilleures équipes de MLS. On a un Evander qui est en feu, qui est impliqué dans 7 des 7 derniers buts de Cincinnati. Voilà, 100%, monsieur 100%, qui met des bangers, qui dépasse des... Enfin, il est largement au-dessus, hein, Evander, aujourd'hui, c'est complètement fou. Parce que je pense qu'en dehors de Messi, il y a lui, après il y a Dreyer, il y a Mukhtar, Carles Rill, ouais. Mais je pense que voilà, on est sur eux pour les meilleurs joueurs. Donc, une petite stat, c'est que Columbus n'a plus gagné dans le temps réglementaire depuis 2020 à Cincinnati dans 7 matchs, donc 5 nuls de défaite. Le plus de 2,5 buts est passé dans 5 de ces 7 derniers matchs à Cincinnati, donc c'est souvent un match à but. Donc moi je pense que le clean sheet compliqué sur ce match, les buts des deux équipes devraient avoir lieu, donc je pense que s'il y a des joueurs décisifs, vous le savez, hein, c'est Evander, Denki, côté Columbus, Diego Rossi, parce que Diego Rossi, on l'oublie trop souvent, mais ce mec est très très souvent et quasiment tout le temps décisif avec Columbus. On va passer au match de Miami qui va recevoir Nashville. Donc dans le même temps, on a des beaux matchs hein, quand même. Cincinnati, Columbus, Miami, Nashville en même temps. Ça mérite clairement le coup d'œil. Miami
Bon qui continue, hein, mine de rien, à sa remontée, hein. Ils ont quand même, 10 points de retard sur la tête, mais ici, continue de briller. Une équipe, est-ce qu'on la présente encore, hein, qui dépend largement de Messi, donc si Messi est en forme, bah, elle est un peu inarrêtable. Face à eux, par contre, c'est Nashville, qui est peut-être en ce moment l'équipe la plus cohérente et la meilleure, avec une série d'invincibilité de 14 matchs. C'est 10 victoires, 4 nuls, et ils sont sur 4 victoires de suite, Nashville. Il y a quand même 9 points d'écart entre ces 2 équipes, c'est un match playoff. Moi, je pense que Nashville peut les embêter, même si ça fait 4 matchs que Nashville ne gagne pas à Miami et en 7 matchs tout terrain compris, Miami, ils ont pas perdu une fois contre Nashville, donc c'est vraiment leur bête noire. Miami ne sait pas garder de clean sheet, donc pour moi il va y avoir des buts. Donc je dirais Mukhtar Suric, ça va être intéressant à jouer, même si c'est Miami. Et bah bien sûr, bah vous avez Lionel Messi en face qui est inévitable. Donc pour moi, but des deux équipes et plus de 2,5 buts, ça fait sens. Petite stat, je vous la glisse là, c'est que Nashville a eu un penalty dans chacun de ses 3 derniers matchs. Suric est le tireur. Ne vous fiez pas, hein, Mukhtar a marqué le dernier parce que Suric était sorti à ce moment-là, mais c'est bien Suric le numéro un, sauf s'il y a un changement du fait que Mukhtar est marqué la semaine dernière. Orlando-Montréal à 1h30 dimanche aussi. Donc Orlando a eu une belle réaction après avoir été mené 2-0 à Charlotte. Ils sont revenus et ils ont fait 2-2. Il reste quand même sur 2 défaites par contre à domicile. Mais c'est l'adversaire parfait Montréal pour se relancer. Montréal, on ne présente plus, c'est un effectif quand même très faible. Mais j'ai hâte de voir si Holger Escobar va être titulaire pour voir un peu ce qu'il donne. Donc dans les joueurs décisifs, moi je dirais Pasalic. Et le clean sheet se tente pour Orlando quand même. Alors à noter, hein, je vous le rappelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sera Otero le gardien puisque notre ami Pedro Gallese est suspendu. Une stat, c'est que Montréal n'a plus gagné à Orlando depuis 6 matchs hors prolongation. Voilà. Un match également en même temps qui est très intéressant, et décidément de cette conférence S, c'est Philly qui va recevoir les Red Bull New York. Moi, j'adore Philadelphie, mais il y a une stat que j'ai relevée, c'est que ça bloque face au gros. Ils ont 2 défaites de suite, 1-0, subies dans le temps additionnel, donc de la première ou de la deuxième mi-temps, face à Nashville et Columbus, excusez-moi, où ils ont perdu 1-0, mais ils vont retrouver quand même Quinn Sullivan, Ariel, qu'on peut jouer en sélection, Baribo est rentré la semaine dernière, donc ils retrouvent un peu tout leur monde, et c'est une équipe qui est quand même invaincue depuis 11 matchs, toutes compétitions confondues, à domicile. Et face à eux, bah, c'est les Red Bull New York, 14e sur 15 à l'extérieur, à l'Est. Ils ont pris 7 points en 11 déplacements. Et franchement, leur difficulté à l'extérieur, elle ne s'arrange pas. Donc je vois Philadelphie l'emporter et leur mettre au moins 2 buts. Le clean sheet d'André Blake est à tenter. Kai Wagner, vous pouvez y aller, ça devrait être sympa. Nathan Ariel, Barry Boyd. Enfin voilà, pour moi, c'est un match-up plus pour Philadelphie sur cette journée. On est toujours à 1h30 et là il y a un match, qu'est-ce qu'on va pouvoir en dire? C'est Toronto qui reçoit Atlanta. Toronto est invaincu depuis 2 matchs à domicile. Ils encaissent quand même peu avec seulement 13 buts en 12 matchs chez eux, mais ils marquent peu. C'est la deuxième pire attaque de MLS à domicile. Face à eux, Atlanta, comment on va les décrire? Donc, alors, Atlanta, je me suis noté, dernier à l'extérieur, à l'Est, avec 3 points en 10 déplacements. 22 buts encaissés à l'extérieur, soit 2,2 buts par match pour seulement 5 inscrits. C'est la pire attaque de MLS à l'extérieur sur les 30 équipes. 5 buts inscrits. Ils n'y arrivent pas. Ils ont Brad Guzan, on ne sait pas dans quel état il est. Ils ont Derrick Williams qui est encore out. Enfin voilà. Bref. Ils ont plus gagné depuis 10 matchs à l'extérieur. 7 défaites, 3 nuls. Donc moi je vois quand même l'avantage Toronto, le clean sheet de Sean Johnson. Si vous voulez tenter un attaquant, parce qu'Atlanta ne sait pas tenir un clean sheet, je pense que Bryn Nielsen va être intéressant. Coelho peut être pas mal au milieu. Donc voilà, moi je vois vraiment un Toronto favori face à Atlanta. On passe au match de 2h30 et le premier dans ma liste, c'est Austin qui reçoit New England. Austin est invaincu depuis 6 réceptions, donc c'est 3 nuls, 3 victoires. Les Ravs, ils ont perdu à Portland pour la première fois en 9 déplacements la semaine dernière. Mais Austin a toujours autant de mal à scorer. Et là, ils ont perdu Brandon Vasquez qui allait croiser. Donc c'est la plus faible attaque de MLS. Vous imaginez quand même, hein, avec 15 buts, mais c'est la meilleure défense de MLS à domicile avec seulement 8 buts encaissés. Donc voilà pourquoi pour moi c'est intéressant de tenter le clean sheet d'Austin. Et puis après compliqué. Carles Rill fait toujours des points, mais ouais, je pense que je resterai plutôt sur le stack défensif du côté de Austin, mais vu que ça score pas énormément, je garderai uniquement Brad Stuver sur ce match. L'autre match, c'est Chicago-San Diego. Ouais, ça va être un match à but.
Je pense que ça peut être très, très sympa. C'est le premier match de l'histoire entre ces 2 équipes, donc méfiance quand même, on n'a pas trop de recul. Chicago, ils ont aucun clean sheet en 11 matchs. C'est quand même fou, hein. Et San Diego, ils sont leaders à l'ouest malgré leur défaite chez eux à Houston et ils ont mis au moins 3 buts dans leurs 4 derniers matchs. Donc on est sur 2 des meilleures attaques de MLS puisque San Diego a la meilleure attaque avec 44 buts marqués et Chicago a la quatrième meilleure attaque avec 39 buts marqués. Donc vous attendez pas à des clean sheets de vos gardiens dans ce match. Pour moi, Zinkernagel peut être décisif. Jonathan Bamba, vous savez que c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de monde, Kuipers, mais moi celui qui m'intéresse c'est quand même Dreyer. Le Dreyer à San Diego il est injouable et bien sûr Chucky Lozano, donc voilà plutôt les stacks offensifs. Dverskov pour ceux qui l'ont au milieu de terrain à San Diego qui quand il fait sa passe D ça fait 100 points sur Sora. Donc voilà vous avez un peu le topo sur ce match, mais côté défensif bah, je pense que ça va être compliqué avec 2 grosses attaques. Minnesota va recevoir San Jose à 2h30 également. Donc Minnesota, troisième à l'ouest. San Jose, deuxième meilleure attaque de MLS avec 41 buts marqués. Ça va être un match qui va être intéressant. Quand on prend les confrontations directes, Minnesota n'a plus perdu depuis 5 matchs contre San Jose, avec 4 victoires, 2 nuls. Je pense que c'est un match qui va avoir des buts, avec les 2 équipes marquent, plus de 2,5 buts. Je vois bien Arango être décisif, Oluwaseyi en face, Espinoza, mais je pense pas qu'il va être titulaire, hein. Avec la balafre qu'il a sur la cuisse, je le tenterai pas. Mais voilà, plutôt un match à but et sur les joueurs offensifs dans ces des 2 équipes. On passe à SKC qui reçoit Seattle. SKC, c'est de mieux en mieux avec le coach, hein. C'est comme quoi, quand on a un coach, on peut mettre des choses en place, hein, et qu'ils ont perdu un temps fou avec Pete Vermes. Ils sont invaincus depuis 3 matchs, 2 victoires, un nul. Ils peuvent toujours compter sur Joveljic et Manu Garcia, comme je l'ai dit la semaine dernière. Je vais vous refaire une petite mise au point. Ils sont impliqués dans 80% des 15 derniers buts de SKC, puisqu'ils ont participé tous les deux à 12 buts. Ils ont trouvé de la cohérence dans le jeu, ça encaisse moins depuis 3 matchs et ça peut être vraiment intéressant. Ils arrivent à retourner des matchs aussi au mental. Seattle est quand même 12e à l'extérieur de la conférence Ouest avec 10 matchs, c'est seulement 9 points, 7 buts marqués, 17 encaissés. Stéphane Frey est out, oui, il faut le noter pour protocole commotion. Ils ont arrêté le match plus tôt que prévu la semaine dernière. Il a pris un énorme choc, il a dû être évacué à l'hôpital et ça va être Andrew Thomas qui va être dans les buts. Donc moi, pour moi, bah, les joueurs décisifs, Manu Garcia, Joveljic, hein, pas de surprise. SKC marque au moins 2 buts. Les 2 équipes marquent plus de 2,5 buts, puisque SKC a quand même du mal à garder des clean sheets. On passe à 3h30, c'est Colorado-Vancouver. Donc ça, c'est pas évident ce match, hein. Parce que les Rapids sont vraiment irréguliers, c'est imprévisible, ils sont au bord des playoffs, ils ont besoin de points. Vancouver, bon, la bonne période, elle se complexifie avec une victoire et 3 défaites sur les 4 derniers matchs, mais ils récupèrent Berhalter, ils récupèrent Brian White. Donc je pense qu'offensivement, ça va leur faire du bien. C'est un match assez équilibré, compliqué à juger. Peut-être Georgia Mihailovic va être intéressant, mais moi, je m'aventurerai pas énormément à jouer des joueurs dans ce match. Un match qui va se jouer en même temps, c'est Salt Lake qui reçoit Houston. Alors Salt Lake, ils sont sur 2 victoires de suite à domicile et ils vont retrouver comment, Diego Luna. Ça va leur faire beaucoup de bien, ça peut faire une vraie différence. Mais face à eux, bah, il y a Houston qui est quand même imprévisible, qui est sur 2 victoires de suite, dont une pas évidente à San Diego au dernier match 4-3, qui va les mettre en confiance. Je pense que c'est un match indécis. Je pense que bah voilà, vous savez, un Diego Luna, ça peut être très intéressant. Côté Houston, Ponce, voilà, un peu les 2 matchs, les deux joueurs intéressants. Même si j'irais plus sur un clean sheet de Salt Lake avec pourquoi pas Cabral qui peut garder le clean sheet. À 4h30, on va arriver aux 2 équipes de LA. On va commencer par LAFC qui reçoit Dallas à 4h30, donc dimanche. Ils ont joué cette nuit, mais ils n'avaient pas joué le week-end dernier à cause des intempéries qu'il y a eu dans la région du Texas vers Austin. Ils ont torpillé les Rapids 3-0. Denis Bonga en feu. Dil Rosun a mis son premier but. Nathan Ordaz a été bon. C'est une équipe quand même très solide chez elle, avec donc 10 matchs et seulement 6 buts encaissés. C'est la meilleure défense de MLS à domicile. Et là, ils ont trouvé leur rythme de croisière en mettant encore 3 hier contre Colorado. Donc je donne peu cher de la peau de Dallas, même s'ils sont quatrième à l'ouest. Ils sont avant-dernier de la conférence sur les 10 derniers matchs, avec seulement 6 points pris. Donc pour moi, tous les feux sont ouverts. C'est LAFC qui gagne, il marque au moins 2 buts, Bonga décisif, voilà, Ordaz peut être décisif, enfin voilà, c'est vraiment le stack. Et puis bien sûr le clean sheet de Lloris avec Eddie Segura, donc ça peut être très intéressant. L'autre équipe, donc, comme je vous le disais, de LA, c'est LA Galaxy qui reçoit DC, donc DC qui va se présenter
qui va traverser tout le pays avec un coach intérimaire pour le moment. Heu, que vous dire quand même sur cette équipe de DC? 4 matchs sans gagner de suite, 3 défaites, un nul, où ils ont mis qu'un seul but. Ils étaient privés de Benteke, mais ils l'ont retrouvé au dernier match. C'est quand même compliqué, hein. Il est pas très bien entouré. Ils ont mis seulement 8 buts en 9 déplacements. Face à eux, et les Galaxy, il y a du mieux. Bien mené par Marco Reus en grande forme, Pencil qui se remet en confiance avec Peck, Nascimento qui est vraiment sympa devant, un renard des surfaces. Il l'a dit, le coach, cette saison va leur permettre de préparer la suivante parce qu'avec 14 points de retard sur les playoffs, ça paraît compliqué, mais je les vois gagner ce match. Donc LAFC l'emporte, pourquoi pas le clean sheet de Mikovic? Et les Galaxies met au moins 2 buts, je l'y crois. Reus, Peck, Pincil peuvent être décisifs, ça peut être très intéressant si vous avez ce stack offensif. Et enfin, on va passer au dernier match de cette journée qui sera donc dans la nuit de dimanche à lundi à 1 heure du matin. Donc c'est Saint-Louis-Portland, pas un match fou. Saint-Louis, avant-dernier de la conférence Ouest, une victoire, 8 défaites, 4 nuls. Et c'est compliqué, hein, sur les 13 derniers matchs, ça. Et ils sont sur 3 défaites de suite, même si à domicile, ça reste c'est une défaite, 2 nuls, une victoire sur les 4 derniers matchs. C'est 10 points en 10 matchs à domicile, donc compliqué. Portland, c'est une équipe qui est plutôt en forme. Comme je disais, c'est surprenant de les voir quatrième, malgré des absences comme Jonathan Rodriguez, Anthony, peuvent compter sur Dacosta, Moreno, Kelsey. Donc je vois bien les deux équipes quand même marquées. Plus de 2,5 buts. Et bien sûr, vous savez que Dacosta, Moreno, Kelsey peuvent être intéressants offensivement. Et j'irai plus quand même, ouais, sur l'équipe de Portland. Eh bien écoutez, on a fait le tour sur un peu la présentation des matchs du week-end. Maintenant, je vais vous donner mes joueurs clés pour moi sur le fantasy sport, donc Sorare principalement. Donc au niveau des gardiens, pour moi, sont intéressants. Donc bien sûr, Hugo Lloris, André Blake, Brad Stuver, Otero qui va remplacer Gaillezé suspendu, Sean Johnson et bien sûr Kalinja. Voilà, j'ai parlé de Cabral que je peux rajouter à cette liste. Donc c'est pour moi, il y a quand même des match-ups très sympas. Au niveau des défenseurs, j'ai pas été trop dans le flou, j'ai été à l'efficace. Donc Emiro Garcès du côté des Galaxy, même si c'est réel, c'est pas un joueur fou, il est quand même intéressant. Vous avez Ariel et Wagner. Là, vous pouvez y aller les yeux fermés pour moi du côté de Philadelphie. Et bien sûr, Freeman qui est de retour à Orlando, qui a un bon match-up face à cette équipe de Montréal. Au niveau des milieux, bon, pas trop de surprises. Evander intéressant, même si c'est Columbus. Pep Bill, très intéressant à domicile pour Charlotte, face à, ouais, vous voyez, je me mange mes mots. Charlotte qui reçoit NYCFC, voilà. Vous avez également, qui peut être intéressant, Manu Garcia, comme je l'ai dit, impliqué dans pas mal de buts. Marco Reus, Pasalic. Voilà, c'est les joueurs que je vous ai cités un peu depuis le début du podcast. Et dans les attaquants, vous avez Oreda, donc de Portland, Messi, bien sûr, Zinkernagel, Dreyer, Oluwaseyi, Joe Belgique, Bouanga, Peck. Clairement, ça, c'est les joueurs qui, pour moi, ont des match-ups favorables à domicile. Eh bien écoutez, on arrive au bout de l'épisode. Un grand merci à vous de toujours être si nombreux, toujours autour de 250-300 écoutes par épisode. J'ai échangé, comme certains le savent, au niveau Sora avec Nicolas Julia par rapport au podcast parce que je trouve que, voilà, sans prétention que ça peut apporter quelque chose à la commune française. Donc je dois me mettre en relation avec la personne qui gère un peu les contenus pour voir s'il y a possibilité qu'on fasse une collaboration avec Sorare pour quelque chose qui soit intéressant pour la commu. En tout cas, ce qui est cool, c'est de voir que la deadline a été move au samedi 19 h. Ça faisait un moment que je demandais, c'est quand même très intéressant pour avoir les rapports de disponibilité, pour ajuster ses équipes. En tout cas, un grand merci à vous. Comme je le dis souvent, si vous aimez le podcast, merci de le noter, un petit commentaire, de le partager sur les réseaux. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de MLS Time.